Bonjour à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent à distance et que l'on n'a pas le plaisir de voir, mais on vous espère nombreuses et nombreux. Pour cette table ronde de 1h30, 1h trois quarts, intitulée sobrement, très sobrement, vaccin, j'ai le plaisir d'accueillir en visioconférence, malheureusement pas en présentiel, mais vous savez tous pourquoi, Madame Marie-Paul Kieny, Madame Odile Launay et Monsieur Alain Fischer. Ce 28 janvier 2021, je commencerai par rappeler quelques faits. Nous sommes en attente d'un possible reconfinement, peut-être un confinement serré, nous dit-on au gouvernement. Nous savons toutes et tous que nous devons sans relâche appliquer les gestes barrières. Mais pour cette table ronde, donc, nous allons nous focaliser sur les vaccins. Les vaccins, notre planche de salut, a dit un de vos collègues, un de vos confrères académiciens, professeur Fischer, il a même dit miracle scientifique. C'est une alliance de mots, n'est-ce pas? Lors d'un débat tout récent à l'Académie des sciences. Tout le monde se pose la question, ces vaccins seront-ils efficaces aussi contre ces nouveaux variants dont nous avons entendu parler depuis le début de l'année? Dans le même temps, on apprend que le variant dit anglais est à 9,4%, presque 10% en Île-de-France, et qu'il devrait se répandre assez vite en Île-de-France et dans le reste de la France. Alors, nous avons 1h30 devant nous, donc c'est à la fois long et court. Long, ça veut dire qu'on peut expliquer de façon pédagogique. Et je vous rappellerai que selon le sondage sur lequel je reviendrai, 53% des Français se disent peu informés sur, en particulier, le nouveau vaccin, les nouveaux vaccins contre la Covid-19. Je ne sais pas si vous dites le ou là, vous ferez comme vous pensez, peut-être l'Académie des sciences. C'est court, car je n'en doute pas, il va y avoir beaucoup de questions de nos internautes, spectatrices et spectateurs, et je reprendrai ces questions au moins 2 ou 3 fois pour que ça ne soit pas qu'une version top-down de l'information. Donc, je vous ferai rebondir là-dessus. Alors, pour commencer, et pour que vous puissiez tous parler les uns après les autres et qu'on vous entende, je commencerai par une question et je vous demande de réagir brièvement. Hein, et puis, je reviendrai vous poser d'autres questions. Elle est issue de l'étude enquête de Occurrence qui a été faite exprès pour ce débat et sur l'initiative des organisateurs, JEDI, la Joint European Disruptive Initiative, avec ses partenaires, les Napoléons, Hello Tomorrow et Science et Avenir, dont j'ai le plaisir d'être la directrice éditoriale et donc grand plaisir d'être avec vous. La première personne à qui je passerai la parole, et je vous demande donc de commenter cette question, la question et cette remarque est la suivante. Les Français ne sont ni anti-science ni anti-vaccins. Ils sont favorables aux vaccins en général, mais réticents à ceux contre la Covid-19, tout en reconnaissant leur utilité. Les chiffres, 72% de Français se disent favorables aux vaccins en général, mais 71% donc se disent en même temps inquiets vis-à-vis de ce vaccin Covid-19. Professeur Launay, vous êtes infectiologue, vous êtes professeur des universités à l'Université de Paris, vous êtes praticienne hospitalière à l'hôpital Cochin à Paris, vous êtes membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19 qui a été créé au printemps. Et quelle réaction avez-vous à ces 72% et 71%? Alors, on sait que les Français ont une inquiétude vis-à-vis de la sécurité des vaccins de façon générale et qui est bien connue, qui avait plutôt tendance à diminuer depuis que l'obligation vaccinale a été étendue pour les nourrissons et finalement avec une très bonne couverture vaccinale. La situation, là, elle est un tout petit peu différente. On est face à une épidémie complètement inédite avec un impact majeur
sur notre vie à tous les niveaux, social, économique et surtout sanitaire, évidemment. Et on a la chance d'avoir un vaccin qui a été développé dans un délai absolument exceptionnel, avec de plus des vaccins qui ont une efficacité que personne n'aurait finalement pu anticiper. Et la question qui se pose aujourd'hui, elle est plutôt de savoir si on va pouvoir vacciner assez rapidement toutes les personnes qui le veulent, que ces personnes qui ont des questions vis-à-vis du vaccin. Je pense qu'il est tout à fait légitime de se poser des questions et on se pose tous des questions. C'est un nouveau vaccin, c'est une nouvelle maladie, c'est une nouvelle technologie vaccinale. Donc se poser des questions vis-à-vis d'un vaccin qui arrive, bah, c'est plutôt attendu et ça paraît tout à fait justifié. Je ne pense pas que les questions qui se posent aujourd'hui vont remettre en cause l'acceptabilité, l'adhésion à la vaccination. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a plutôt des difficultés à avoir suffisamment de doses de vaccins pour ceux qui souhaitent se faire vacciner que de questions pour ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Donc, on va avoir de plus en plus de données sur ces vaccins. On va pouvoir répondre au fur et à mesure aux questions que les gens se posent, aux questions qui sont tout à fait légitimes et pour lesquelles on va trouver des réponses et avoir des réponses au fur et à mesure. On voit bien déjà que dans les pays qui ont vacciné, comme Israël par exemple, où ils ont une très bonne couverture vaccinale, on commence à avoir les premières données sur l'efficacité de cette vaccination. Donc on va avoir à la fois plus de données sur la sécurité, et aujourd'hui on n'a pas d'inquiétude spécifique sur la sécurité, et puis on va avoir des données sur l'efficacité de ces vaccins, et c'est bien ça qui est important aujourd'hui pour convaincre. Merci bien pour cette première réaction. Je passerai la parole à Marie-Paul Kieny. Marie-Paul, il paraît qu'on vous appelle tous comme ça, alors on va vous appeler Marie-Paul, hein, ça n'est pas une légèreté. Vous êtes connue pour ça. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Depuis juin 2020, vous présidez le comité scientifique français sur le vaccin Covid-19, que j'ai déjà évoqué et dont Odile Launay fait partie. Je rappellerai, parce que c'est important, on y reviendra certainement à quelques moments, jusqu'en 2017, vous avez occupé le poste de sous-directrice générale pour les systèmes de santé et l'innovation à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et vous avez coordonné des efforts extraordinaires sur cette fameuse, à l'occasion de cette fameuse épidémie d'Ebola, qui est une maladie terrible, avec un virus épouvantable en Afrique de l'Ouest, et vous avez conçu des plans de recherche et développement pour l'OMS. Donc, les maladies émergentes ou les maladies nouvelles, vous connaissez. Vous, quand vous sentez les Français comme ça, un peu presque paradoxaux, ça vous fait réagir comment ? Merci beaucoup. Alors, je voudrais signaler que Alain Fischer est également fait également partie du comité scientifique vaccin Covid. Donc, nous sommes tous les trois des représentants donc de ce comité, bien que nous parlions entre noms personnels à ce stade-là. Évidemment, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, on a entendu répéter, et par tout le monde, en fait, que c'était impossible d'avoir un vaccin en moins de 12-18 mois. Je l'ai dit moi-même au début de l'épidémie. Et donc, c'est normal que nos concitoyens se posent la question de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que des angles ont été coupés? Est-ce qu'on a fait des choses à moitié, pas bien, etc. Mais il faut aussi argumenter. Je pense que c'est quand dans les périodes de crise que les hommes sont les plus ingénieux, les plus innovants. On l'a vu, on le voit actuellement dans le développement d'outils et pour la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Et ça n'arrive que maintenant, parce que maintenant on voit qu'on a le couteau sous la gorge et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et on a vu ça aussi pour Ebola. Alors avec Ebola, quand tout le monde se souvient des images abominables qu'on a vues au début de l'été 2014, où on voyait ces ambulances qui arrivaient devant des centres de traitement qui étaient des mouroirs
couloirs qui étaient déjà pleins et qui ne pouvaient pas prendre plus de patients, et les gens qui mouraient dans les ambulances, à côté des ambulances, c'était une situation catastrophique, un désastre humanitaire, pardon. Et quand on a regardé quels étaient les outils qui étaient disponibles, les traitements, plus particulièrement les vaccins, puisque j'ai travaillé sur les autres, les diagnostics et les médicaments, mais je voudrais parler du vaccin ici, on a vu qu'il y avait 2 vaccins particuliers pour lesquels des lots cliniques avaient été préparés. Donc, c'est-à-dire, on était prêt à faire la toute première expérimentation chez l'homme, mais cette expérimentation n'avait pas commencé. Et on s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine de commencer à faire quelque chose à ce moment-là? Et en fait, le désastre était tel qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le droit moral de ne pas essayer. Et donc, on a commencé, les premiers essais cliniques ont démarré au mois de septembre 2014. Les essais de phase 3 ont démarré au mois de février et mars 2015, donc aussi un temps extrêmement court. Et les premiers résultats d'efficacité sont sortis au mois de juillet. Donc, c'est un temps extrêmement court, un tout petit peu plus long que ce qu'on a pu voir pour la Covid, mais pas beaucoup. Et donc, ça démontre en fait la capacité qu'on a d'accélérer de façon substantielle quand la nécessité se fait là. Oui, et une chose que vous disiez quand on a préparé ce débat, c'est l'acceptabilité là. Vous avez vécu en Afrique le fait qu'on pouvait, même si on était soigné, ça pouvait ne pas se passer très bien parce qu'il pouvait y avoir des doutes, des craintes, des inquiétudes par rapport même au lieu où l'on vaccinait, par exemple. Tout à fait. Ce qu'on a pu voir aussi en Afrique pendant la crise d'Ebola, c'est qu'on pouvait faire une réponse avec la population et pas contre la population. Et ça nous amène effectivement à avoir des enseignements pour la Covid ici. Dans ce cas-là, par exemple, avec Ebola, jusqu'à présent, les épidémies avaient été dans des villages isolés et donc ça avait été relativement facile quand même à contrôler. Alors que là, c'était au milieu de bourbiers et d'une concentration de population dans des habitations très pauvres, etc. Et donc, ça ne marchait pas parce que la contamination était trop rapide. Mais ce qui se faisait, c'était donc d'emmener les malades, de mettre tout le monde en quarantaine. 60% ou 80% n'en revenaient pas. Leurs proches ne savaient pas où ils étaient. Et quand ils étaient décédés, en fait, de les enterrer de façon sécurisée, claire, mais que la population ne trouvait pas digne et pas en accord avec leurs habitudes. Et donc, souvent, les morts étaient sortis, en fait, de leur tombe pour qu'ils puissent être réenterrés de façon digne. Et ce n'est que quand finalement, les répondeurs ont compris que ça pouvait pas aller et qu'il fallait prendre la population avec nous et donc à développer le concept avec les communautés d'enterrement digne et sécurisé qu'en fait, on a pu aussi avancer. C'est un exemple, il y avait beaucoup de choses comme ça. Alors, de la même façon, pour la réponse contre la Covid-19 et pour l'utilisation du vaccin, il faut écouter effectivement nos concitoyens et les prendre avec nous dans cette réponse pour que, en fait, bien entendu, il n'y a pas du tout de discussion d'une vaccination forcée, mais pour que la population adhère à la vaccination. Et c'est d'ailleurs une des préoccupations principales du Conseil d'orientation qui est présidé par Alain Fischer, et je suis sûre qu'il pourra en parler davantage. Merci beaucoup Marie-Paul. Et justement, transition évidente. Alain Fischer, vous êtes depuis début décembre 2020 le monsieur vaccin en France. Je ne sais pas si vous aimez bien cette étiquette, peut-être pas du tout. Pas du tout. Vous êtes le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, de formation, de pratique. Vous êtes un grand immunologiste, hein. On peut le dire. Vous êtes mondialement connu parce que vous avez fait des travaux pionniers de thérapie génique. On s'en souvient pour certains, dans les années, si je ne me trompe, 80, hein, vous étiez Monsieur Bébé Bulle. Vous avez eu beaucoup d'étiquettes comme ça. Et donc, vous êtes aussi membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des médecines. Vous avez fait partie du Comité consultatif national d'éthique.
l'autre jour, lors d'une rencontre où il y avait Marisol Touraine, elle rappelait que vous avez travaillé à dialoguer et à voir comment faire avec tous ceux que l'on baptisera de façon précise anti-vaccin. On y reviendra, on y reviendra. D'ailleurs, notre étude montre qu'il ne faut pas trop leur accorder d'importance. Hein. C'est une toute petite partie de la population. C'est plus compliqué, on y reviendra. Donc, vous avez conduit à ce que, par exemple, les nourrissons, maintenant, doivent bénéficier de 11 vaccins obligatoires. C'est quelque chose qui avait été discuté avec Marisol Touraine, la ministre de la Santé, et qui a été repris par Agnès Buzyn. Donc, maintenant, avec ce que vient de dire Marie-Paule, faire des choses où on soit sécurisé de manière digne, et vraiment ce qui nous a frappés tous, c'est qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas d'obligation vaccinale, ça a été dit par le président Macron, mais vous avez à conduire cette stratégie vaccinale. Donc, qu'est-ce qui a été en fonction de ce 72% pro-vaccin et 71% qui ne font pas trop confiance au vaccin contre la Covid, vous avez dit, bon, ben voilà comment il faut procéder. Vous aviez travaillé, évidemment, en amont depuis des mois là-dessus. Et qu'est-ce qui était majeur pour vous? Bon, d'abord, bonjour. Attention, les madames X, Y ou Z, je pense que ça ne correspond pas tout à fait aux réalités, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet principal. Ce que reflète votre sondage, c'est en fait des sentiments apparemment contradictoires entre, en faveur de la vaccination, la pression de la pandémie, bien évidemment, que chacun ressent directement ou indirectement, que ce soit en termes de santé, d'économie ou de vie sociale. Et à l'inverse, malheureusement, particulièrement en France, une espèce de fond culturel de doute sur la vaccination qui perdure, même si probablement il s'est en partie estompé dans le contexte de ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur les discussions très importantes et plutôt de qualité qui ont eu lieu il y a 3-4 ans et les décisions importantes qui ont été prises sur la vaccination des nourrissons. Je pense que cette situation, elle recouvre des notions extrêmement hétérogènes, ne serait-ce qu'en fonction des classes d'âge. C'est évident qu'on le sait très bien, les sondages le montrent, que les personnes âgées qui sont évidemment les plus à risque de développer les formes sévères du Covid sont beaucoup plus favorables à la vaccination. Et on a vu ces toutes dernières semaines l'engouement et de ce fait, dans une certaine mesure, la frustration des personnes âgées à vouloir être vaccinées, pour certaines d'entre elles de devoir encore attendre un peu parce qu'il n'y a pas assez de vaccins pour qu'elles soient vaccinées. Donc, il n'y a pas grande nécessité de convaincre ou de communiquer de façon ardente à l'égard des personnes âgées. À l'inverse, plus on va vers des âges moins avancés, plus donc ce sont des personnes qui sentent moins un besoin direct de protection puisque le risque pour elles d'une forme grave de Covid est bien moindre, bien qu'il ne soit pas totalement nul. Je pense qu'il est important de le rappeler de temps en temps. Et donc là, la présence chez certains de cette hésitation vaccinale, de quelques doutes dont ils ont entendu parler de ci, de là sur la vaccination, prend plus de force. Et je pense que même si ce n'est pas l'actualité immédiate, puisque l'actualité immédiate, c'est de vacciner aussi vite que possible et le plus possible les personnes les plus à risque, donc encore une fois, surtout les personnes âgées, dans quelques mois, va se mettre en place la vaccination du plus grand nombre. Et que cette vaccination du plus grand nombre, elle est nécessaire, in fine, pour arriver à limiter la circulation du virus. Et là, il y a un gros travail à faire, à poursuivre, même s'il n'est pas visible immédiatement, sur essayer de répondre aux inquiétudes qui, comme Odile Launay l'a dit très justement, il est légitime que les gens se posent des questions. Oui. Il faut y répondre, il faut apporter une information à la fois intelligible et complète qui permette progressivement de faire en sorte que la confiance en la vaccination se développe. J'ai juste pour finir cette petite intervention, j'ai un sentiment d'optimisme lié au fait que cette vaccination se fasse progressivement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas assez de doses de vaccins pour tout le monde aujourd'hui. Mais donc, cette vaccination par cercle concentrique croissant, peut-être peut avoir comme bénéfice le fait d'emporter progressivement la conviction par ruissellement, si je puis dire, de la compréhension de l'importance de la vaccination, groupe par groupe,
on pourrait dire, dans une famille, que les grands-parents, lorsqu'ils auront été vaccinés et qui vont aller bien, ça commence déjà à être le cas, bien sûr, vont convaincre leurs enfants de se vacciner et peut-être leurs petits-enfants. Oui. Je pense que c'est une notion importante qui devrait aider à faire que cette vaccination progressivement se mette en place, même s'il faut y travailler. Oui, oui. Professeur Fischer, pour compléter ce que vous dites et un chiffre issu donc de cette étude d'occurrence, c'est que l'inquiétude face au vaccin est la plus haute parmi les jeunes de 18 à 34 ans à 75%. Si je vous dis, tout le monde s'en fiche, mais moi je vous dis, je suis très surprise. Je suis très surprise. Je me demande comment j'étais quand j'avais 18 ans. J'ai l'impression que je faisais très, très, très confiance au vaccin à cette époque et effectivement, les temps changent. Alors, professeur Odile Launay, j'aimerais bien que vous nous redisiez, alors, si je vous dis vaccin pour les nuls, vous n'allez pas aimer, mais quand même, c'est ça. Redites-nous de façon très pédagogique, le vaccin, le concept du vaccin, c'est pour faire quoi par rapport à l'individu et par rapport à la collectivité? Ça a été dit par vous, par le professeur Fischer, par Marie-Paul, mais redites-nous, un vaccin, après on passera à comment ça marche, mais un vaccin, c'est censé faire quoi? Alors, je viens juste de faire le cours sur les principes de la vaccination aux étudiants de 3e année à l'Université de Paris. Donc, je leur ai bien précisé que le vaccin, c'était en fait la chance qu'on a avec la vaccination, c'est qu'il marche à 2 niveaux. Il a une première indication qui est de la protection individuelle, c'est-à-dire que la personne qui est vaccinée va être protégée. Et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire avec un médicament classique. On donne un médicament pour la personne qui le reçoit. Donc, le vaccin va protéger la personne qui va le recevoir. Mais finalement, le côté un peu magique du vaccin, c'est qu'il va aussi avoir une action et une protection au niveau collectif et donc avec une protection altruiste. C'est-à-dire que quand on fait la démarche de se vacciner, on va se protéger soi, mais on va aussi protéger les autres. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est ce qui explique en fait le succès de la vaccination. C'est qu'en plus de protéger ceux qui vont se faire vacciner, on va avoir une protection sur l'ensemble de la collectivité. Le meilleur exemple étant la vaccination contre la variole, qui a permis d'éradiquer cette maladie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui pu même arrêter la vaccination en ayant protégé l'ensemble de l'humanité. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire avec le vaccin qu'il faut absolument bien comprendre quand on met en place une politique de vaccination. On cherche non seulement à protéger les personnes vaccinées, et également à protéger l'ensemble de la collectivité. Une question, une remarque, une question. Quand vous parlez du vaccin contre la variole, on peut rappeler, sauf erreur de ma part, qu'à l'époque, ça avait été obligatoire, n'est-ce pas, cette vaccination contre la variole? C'était une maladie tellement terrible, on voulait vraiment l'éradiquer totalement, n'est-ce pas? Alors oui, ça a été une vaccination qui a été obligatoire, qui a suscité aussi à l'époque beaucoup de controverses. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit le sujet de rendre obligatoire la vaccination contre le SARS-CoV-2, la COVID-19. Mais c'était une maladie différente, c'était une époque différente. Je crois que ce qui est important de bien comprendre et de bien faire passer comme message, c'est que le vaccin est vraiment un outil absolument extraordinaire dans la prévention et la protection par rapport à des maladies infectieuses, y compris les plus sévères. Donc aujourd'hui, on est tous bien conscients du fait que le vaccin va nous permettre de sortir de cette pandémie. Les médicaments actifs sur les virus, c'est extrêmement long à développer. Donc si on a des vaccins qui démontrent leur efficacité, ce qui est le cas jusqu'à présent, mais c'est vraiment une façon extrêmement importante et active d'avoir un effet massif sur cette pandémie. Oui, nous y reviendrons peut-être vers la fin de l'heure et demie. Je n'ai pas rappelé, mais c'est parce que ça nous semble déjà très loin. Le printemps et le premier confinement nous semblent déjà très très loin. Or,
on peut se rappeler que quand l'épidémie qui a été rebaptisée pandémie par l'OMS s'est développée, on était tous obsédés, les médias certainement, mais les scientifiques aussi, par les traitements. Et puis très vite, on s'est dit, mais en même temps, il faut commencer à penser aux vaccins. Les traitements, c'est quand vous êtes malade, oui, les médecins à l'hôpital, ils veulent pouvoir administrer quelque chose. On y reviendra parce que pour l'instant, franchement, côté traitement, c'est pas encore terrible. Donc là, on parle des vaccins. Et très vite, il a été dit, on va les développer. Et c'était là que se posait cette question. Même si on fait un tout petit peu d'histoire, on se disait, mais y aura-t-il un vaccin à la fin de l'année? On se posait tous la question. Et c'est vrai que vous l'avez dit, Marie-Paul l'a dit aussi, c'était peut-être, ça paraissait peut-être fou de penser que ça allait aller aussi vite. Et c'est allé aussi vite. C'est pour ça que c'est une révolution. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Et c'est aussi un message à faire passer. Et je voudrais vous redemander, justement, Odile Launay, quand vous nous dites un vaccin c'est altruiste, c'est bien quand on dit cette phrase qui revient maintenant, casser les chaînes de contamination, c'est ça que ça fait le vaccin. Ça vous protège et puis ça casse les chaînes de contamination, c'est bien ça. En fait, si on a dans la population générale suffisamment de personnes immunisées, c'est-à-dire soit vaccinées, soit qui a été en contact avec le virus, lorsqu'une nouvelle personne infectée va survenir, bien elle ne trouvera plus dans son entourage de personnes à contaminer. Et donc, de fait, ça permet de faire une barrière et éviter la transmission du virus et sa diffusion dans la collectivité, y compris chez les personnes qu'on n'aura pas pu vacciner ou pour lesquelles le vaccin n'aura pas été suffisamment efficace. Donc, c'est comme ça que ça marche et je crois que c'est vraiment un point majeur dans cette campagne de vaccination. Pour l'instant, on a une première phase qui permet de vacciner les plus à risque. Et Alain Fischer l'a rappelé, on va prioriser les personnes plus âgées parce qu'on sait qu'elles sont les plus à risque de faire des complications, des formes sévères et de décéder de ce virus. Mais ensuite, l'étape suivante qu'on commence à préparer dès maintenant, ça va être de vacciner en collectivité pour faire barrière à ce virus et réussir à arrêter sa circulation. Avec ce que vous dites juste à l'instant, évidemment, je ne peux pas ne pas revenir sur cette expression qui a fait florès et qui, de mon point de vue, mais certainement plus des spécialistes, a pu engendrer des incompréhensions. C'est les fameux termes immunité collective. Immunité collective, sauf erreur de ma part, avait été créé comme terme justement à l'aune des vaccins. Quand on a des vaccins et que l'on vaccine, qu'ils sont efficaces et que l'on vaccine beaucoup, ça casse les chaînes de transmission et on a abouti à ce que l'on appelle cette immunité collective. Mais elle a été pensée et parfois tordue au tout début de la pandémie parce que on n'est pas tous virologues et infectiologues comme vous et des choses ont été dites qu'il faudrait peut-être désamorcer. Cette immunité collective est-elle indispensable en France, dans les autres pays, en Europe, plus tard dans le monde entier, parce que ça va se faire petit à petit? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Comment vous utilisez ce terme? L'immunité collective, en fait, je pense que vous faites allusion au fait qu'on a eu certains discours disant que on devait laisser circuler le virus jusqu'à obtenir une immunité collective, c'est-à-dire jusqu'à obtenir une proportion suffisante de la population immunisée par le virus pour que le virus arrête de circuler. Le corollaire de ça veut dire un nombre d'infections extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il faut probablement 60 ou 70% de la population immunisée pour que le virus arrête de circuler. Donc, ça veut dire un nombre très important de cas sévères, de décès, une impossibilité de prendre en charge tous ces patients. Et donc, le vaccin apparaît bien ici comme la possibilité d'obtenir cette immunité collective
et d'éviter ce nombre de cas très importants avec des complications qu'on connaît, pas uniquement. Ah. J'ai un problème de connexion avec vous, Odile Launay, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Assez évident qu'on a besoin du vaccin si on veut lutter de façon active contre cette maladie. D'accord. Merci. Marie-Paul, entrons dans le vif du vaccin, si j'ose dire, ou le vif des vaccins. On a envie de mieux comprendre. Alors, ça va être, vous n'avez pas de PowerPoint, vous n'avez pas de courbe. Il va falloir vous expliquer juste avec les mots. Les premiers vaccins, ceux qui sont en train d'être administrés, au passage, je crois que 1 million 100 000 de nos concitoyens ont déjà été vaccinés. C'est un vaccin dit à ARN messager. Alors, ce sont des mots que les spécialistes connaissent depuis très très longtemps. Hein. Quand on fait de la génétique, on parle d'ADN, on parle d'ARN, on connaît tout ça. Mais quand ça surgit dans le grand public, ça crée une réticence. Je lâche les gros mots. Il y a même des gens qui nous disent, à nous journalistes, quand ils nous écrivent sur les réseaux, et ils mélangent, alors c'est horrible, hein, ARN et OGM. Alors donc ça leur fait peur. Alors dites-nous très exactement pourquoi on parle de cet ARN, d'où il vient, quelle est son action et pourquoi il est utile à notre système immunitaire qui ensuite va mieux lutter quand il rencontrera le vrai virus. Là, vous avez un travail de pédagogie. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Alors, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas de cours, mais j'ai mes mains. Ça peut toujours servir. Donc, j'aimerais quand même revenir à savoir comment on marche un vaccin. Et donc, revenir aussi à décrire ce qui se passe quand on est infecté. Alors, quand on est infecté, quand on a un agent infectieux, alors on va prendre la grippe par exemple, eh bien, cet agent infectieux, ce virus, pénètre dans l'organisme par différentes voies, en général par une voie respiratoire, et donc infecte des cellules. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce virus veut se multiplier le plus possible, fait des pathologies, de la fièvre, de la toux, etc., parfois très graves. Et que fait l'organisme en échange? Alors, ce que fait l'organisme en échange, c'est qu'il monte une réponse immunitaire. Donc, c'est-à-dire, la première chose qu'il fait, c'est que les cellules du système immunitaire se mettent en branle et produisent ce qu'on appelle des cellules tueuses. Donc, ce sont des cellules qui vont essayer de détruire les autres cellules qui sont infectées par ce virus de la grippe, ou le SARS-CoV-2 d'ailleurs. Pourquoi j'ai dit la grippe? Le SARS-CoV-2, ça va très bien. Et d'autres cellules vont commencer à fabriquer des anticorps, et en particulier des anticorps neutralisants. Ces anticorps neutralisants sont capables de se fixer donc sur, vous avez une particule, le SARS-CoV-2, et l'anticorps se fixe dessus pour le neutraliser. Donc ça, c'est les deux mécanismes essentiels que notre système immunitaire met en jeu quand, en fait, il rencontre pour la première fois un virus SARS-CoV-2. Donc des cellules tueuses et puis des anticorps neutralisants. Alors, ça, c'est la réponse naturelle. Alors, les vaccins essayent de faire la même chose tout en n'étant pas pathogènes. Donc, ils font semblant d'être le SARS-CoV-2. Et donc, pour apprendre au système immunitaire à faire ces mécanismes, donc à être capable de produire des cellules tueuses, capable de produire des anticorps neutralisants, parce qu'effectivement, c'est une question d'apprentissage. Parce que quand notre système immunitaire a appris comment monter cette réponse, il ne l'oublie pas. Ou alors s'il l'oublie, il l'oublie avec un certain temps, ça arrive, des vaccins sont plus ou moins efficaces, même l'immunité naturelle est plus ou moins durable. C'est pour ça qu'on a parfois des rappels de vaccins, parce que pour rebooster, pour réanimer notre système. Alors, historiquement,
on a en gros deux types de vaccins, dont certains types sont utilisés pour le SARS-CoV-2 aussi. Alors, parmi les plus connus, je vais prendre les deux exemples qui sont des vaccins contre la polio, qui sont bien connus. Contre la polio, il y a deux types de vaccins qui existent. L'un est un vaccin qui a été développé par Jonas Salk aux États-Unis et qui est un virus inactivé. Alors, de quoi s'agit-il? On prend le virus, là c'est polio, mais on fait la même chose pour SARS-CoV-2, on le fait pousser en culture ou dans des animaux, etc. Quand on en a assez, on donne un grand coup d'un traitement chimique qui tue ce virus, et donc ce qu'on a là-dedans, c'est des petits morceaux de virus morts. Et donc, on utilise ça pour éduquer le système immunitaire. Alors, l'autre vaccin polio, c'est un vaccin qui a été développé par un Américain aussi, Jonas Salk, qui est un vaccin atténué. Alors là, on a affaire à une forme faible, atténuée du virus de la polio. Ce qu'on essaye de faire aussi pour le vaccin SARS-CoV-2, mais c'est moins avancé d'un point de vue recherche que d'autres. Et on vaccine donc les personnes pour la polio, par exemple, avec cette forme atténuée, qui donc permet d'éduquer le système immunitaire. Alors ça, ce sont les vaccins les plus traditionnels. Il en existe une autre forme contre les bactéries qui utilisent des toxines, mais on ne va pas parler de ça puisqu'on parle de virus. Alors, depuis quelques années déjà, quelques décennies, se sont développés d'autres types de vaccins contre les virus. Alors, le plus traditionnel, après ce dont je viens de parler, est un vaccin qui s'appelle sous-unité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On identifie la partie du virus, une protéine, qui permet d'éduquer le mieux le système immunitaire. Alors, pour des virus, en général, c'est une protéine qui fait le tour, qui vraiment encapsule le virus lui-même. Parce qu'effectivement, quand vous avez un virus qui pénètre dans votre organisme, ce que le système immunitaire va voir, les cellules, les lymphocytes, etc., c'est l'extérieur de ce virus. Et donc, dans le virus SARS-CoV-2, cette protéine s'appelle Spike et c'est la spicule. Et donc, qui est la cible pour la vaccination. Alors, cette spicule, je vous interromps, cette spicule, c'est quand on voit ce virus, c'est toutes ces pointes, c'est ce qui fait c'est pour ça qu'il s'appelle coronavirus, parce que c'est comme une couronne. Et donc, ces spicules, elles sont très, très repérables et elles sont très, très utiles, absolument indispensables au virus. Alors, elles sont indispensables au virus parce que c'est par la fixation de ces spicules aux cellules humaines que le virus arrive à pénétrer. C'est ces spicules qui permettent l'attachement du virus aux cellules. Alors, quels sont les vaccins qui sont faits traditionnels, qui sont faits comme ça? Par exemple, le premier était le vaccin contre le virus de l'hépatite B, qui est fabriqué, où on a l'antigène de surface encore du virus de l'hépatite B, qui est fabriqué dans des fermenteurs, produit par différents systèmes, par la levure, etc., qu'on purifie, on rajoute en général, on a besoin d'un adjuvant. Qu'est-ce que c'est un adjuvant? Ce sont des épices, si je peux dire, qui permettent de rendre la protéine un peu plus piquante, de façon à ce qu'elle développe plus, à ce que le système immunitaire développe plus de réponses. Alors ça, c'est un type de vaccin qui est maintenant bien connu, classique, et ce type de vaccin est développé aussi pour le SARS-CoV-2, pour la COVID-19. Alors un peu plus récent encore, on a des vaccins qu'on appelle des vaccins vectorisés. Alors, de quoi s'agit-il? Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un virus qui n'est pas pathogène pour l'homme. Alors, il y en a plusieurs qui sont utilisés, mais dans le SARS-CoV-2, le plus souvent utilisé, c'est un adénovirus. Alors, les adénovirus, naturellement, peuvent faire des rhumes, des choses comme ça chez l'homme, mais on en prend qui sont pas pathogènes du tout, et on les empêche en plus de pouvoir se multiplier, et à l'intérieur, on greffe le gène, donc, pour cette protéine spicule. Donc, cet adénovirus est capable maintenant, en dehors de faire ses propres protéines, de faire de cette fameuse spicule. Alors, ce qu'on fait pour vacciner, c'est qu'on injecte donc cet adénovirus qui porte le gène pour la spicule. Il pénètre dans les cellules, il fabrique de la spicule et encore une fois, il éduque le système immunitaire. Puis après, il peut plus se répliquer, il s'en va, il est disparu, etc. Donc, il éduque le système immunitaire à répondre contre la spicule. Alors, qu'est-ce qui existe comme vaccin
utilisés commercialement. Alors, le premier vaccin qui a été utilisé de ce style-là, c'est un vaccin contre Ebola, par exemple, chez l'homme, il y a beaucoup chez l'animal, mais le vaccin contre Ebola, par exemple, le vaccin développé par Merck, utilise non pas l'adénovirus, mais un autre virus, et donc est extrêmement efficace. Le vaccin développé par Janssen contre Ebola aussi utilise un adénovirus qui porte pour la protéine de surface du virus Ebola. Et c'est aussi une plateforme, comme on dit, tout ça, ça s'appelle des plateformes qui sont utilisées dans le SARS-CoV-2. Alors, encore plus récent, c'est le fait d'utiliser, alors non plus le germe entier, la protéine, le virus entier, non plus juste la protéine de surface, mais purifiée, mais d'utiliser en fait les gènes de ces virus. Alors, soit sous la forme d'ADN, soit sous la forme d'ARN. Donc, je ne vais pas entrer dans un cours de biologie moléculaire, mais dans tous les organismes, l'ADN est transformé en ARN et l'ARN est transformé en protéines. Alors, certains candidats vaccins utilisent l'ADN qui permet de fabriquer la spicule et qu'ils essayent donc, on essaye d'injecter cet ADN directement dans les cellules pour qu'il soit transformé en ARN puis en protéines pour éduquer le système immunitaire. Alors, dans le cas des vaccins ARN, qui est une technologie, en fait, dans l'idée extrêmement simple, on va même plus loin, on utilise l'ARN, donc le message qui permet de fabriquer la protéine spicule. Alors, on injecte ça et cet ARN… Marie-Paul, cet ARN, il est à l'intérieur du virus et c'est lui qui donne qui dit ce qu'il doit faire, ce virus. Et alors, du coup, on pique son information, c'est ça? Tout à fait, mais on ne prend pas l'ARN à partir du virus lui-même. Cet ARN, on le fabrique alors j'utilise le mot de… Ma fille dit qu'elle ne comprend pas ça, mais ça fait rien, vous allez peut-être comprendre. Comme une construction en Lego, en fait, l'ARN est fait de 4 composés, A, B, C, D, et on a des Legos de 4 couleurs, et puis on fait une tour où on met un rouge, un bleu, un rouge, etc., et ça fait une longue chaîne synthétique, et ça c'est l'ARN, et qu'on fabrique donc dans le laboratoire. On ne le prend pas au virus lui-même, mais on le connaît du virus, et cet ARN-là est mis dans une seringue avec des lipides autour pour le protéger, et est injecté. Alors, c'est quelque chose qu'on pense depuis très longtemps, et en fait, qui n'avait jamais amené nulle part, pour une raison, c'est que ces ARN sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire, quand on les injecte, ils disparaissent très vite, ils se coupent en petits morceaux et c'est fini. Alors, ce qui a été très ingénieux, ça a été fait par des chercheurs à partir d'il y a une dizaine d'années, ça a été de protéger ces ARN et de les modifier un peu pour que, en fait, ils deviennent plus stables et donc ils restent dans l'organisme, mais quand même très peu de temps, 2-3 jours, pas plus, et ils disparaissent complètement. Donc, ces ARN protégés par des bulles de lipides, de graisse, en fait, sont injectés en intramusculaire, dans le muscle, ils entrent dans les cellules. Dans ces cellules humaines, donc, ils fabriquent de la protéine, de la spicule, et puis ils disparaissent. Mais cette spicule, qui est fabriquée pendant 2-3 jours, a le temps d'éduquer le système immunitaire. Et pour tous ces types de vaccins, le résultat à la fin, c'est qu'on a un système immunitaire qui pense qu'il a rencontré le virus SARS-CoV-2, alors que non, on ne l'a jamais vu, mais qui a été éduqué pour reconnaître la protéine de la spicule, et dès que l'organisme va voir la spicule, il va se souvenir et il va fabriquer donc des cellules tueuses, des anticorps neutralisants pour bloquer le virus SARS-CoV-2. Alors, c'est ça le principe de tous ces vaccins. Alors, je répète, donc, il y a des vaccins inactivés qui sont en cours de développement contre SARS-CoV-2, et les prototypes, ceux qui sont les plus avancés, ce sont les vaccins développés par les sociétés chinoises, donc Sinopharm ou Sinovac, pour lesquels on a des résultats d'efficacité d'allant, disons, contre la maladie sévère, supérieurs à 70%. La société Valneva, qui est une société franco-autrichienne, développe ce type de vaccin, mais est très en retard par rapport aux Chinois. Le deuxième type de vaccin, le vaccin atténué, est développé par une petite société canadienne en collaboration avec le plus gros producteur de vaccins au monde, qui est en Inde, qui s'appelle Serum Institute of India, et qui atténue, ils ont atténué ce virus SARS-CoV-2 pour qu'il ne soit plus pathogène, et ils vont commencer bientôt leurs premières études chez l'homme pour ces 2 vaccins.
Pour les vaccins plus classiques sont basés sur des protéines, on a donc le vaccin le plus avancé est développé par une société américaine, une petite société qui s'appelle Novavax, qui produit donc cette protéine spike qui se forme en petites particules, qui rajoutent de l'adjuvant et qui est en cours d'étude de phase 3. C'est un vaccin on ne connaît pas son efficacité, mais qui semble extrêmement prometteur au vu des résultats qu'on a vus chez l'animal et chez l'homme dans les premières phases. Et le vaccin développé par la société Sanofi Pasteur est du même type. C'est-à-dire, c'est une protéine, la protéine de la spicule, qui est fabriquée dans des cellules d'insectes et auquel on va ajouter un adjuvant. Alors, ce vaccin a pris du retard, mais c'est un vaccin qui est très crédible et qu'on devrait avoir à disposition en France, si tout va bien, à la fin de l'année. Alors, les vaccins, j'avance dans la nouveauté. Les vaccins qui sont vectorisés par des adénovirus sont aussi des vaccins qui sont cette plateforme est très utilisée comme candidat vaccin contre le SARS-CoV-2. Donc, celui dont on parle beaucoup, c'est le vaccin Sputnik 5, les Russes, qui, à mon avis, est un vaccin qui marche, il n'y a aucun doute. Il donne des efficacités de plus de 70% aussi et contre toute forme de Covid et encore mieux contre le Covid sévère. Et qu'ont fait les Russes? Eh bien, ils ont fabriqué deux adénovirus, qui ont deux noms différents, adénovirus 26 et 5. Ils ont mis le gène pour la spicule et ils font une vaccination en 2 doses. Donc, la première fois, ils mettent le premier, puis ils injectent le deuxième et donc, ils permettent d'immuniser. Alors, je vous interromps, Marie-Paul. Ce vaccin russe, il a déjà été administré en Russie. Est-ce que c'est le même, sauf erreur de ma part, en Israël? Je crois qu'ils ont fait des accords, non, c'est pas le même. L'accord d'Israël, c'est avec l'ARN messager. Je vais y venir. D'accord. Je me trompe. Mais les Russes ont fait des accords avec d'autres pays, avec la Biélorussie, avec l'Argentine, et ce vaccin est utilisé en masse pour le moment en Russie, avec des accords bilatéraux commence à être utilisé dans d'autres pays. Pourrait-il l'utiliser en France, en Europe? Potentiellement, mais il faut encore, la Russie a fait une demande d'enregistrement à l'autorité réglementaire européenne, mais il faut que tout le dossier soit instruit. Mais enregistré ou non en Europe, il faut bien penser que le reste du monde a aussi besoin de vaccins, et je pense que c'est un vaccin qui marche et qui est très crédible. Alors maintenant, allons vers les plus grandes nouveautés. Pour d'abord les vaccins basés sur de l'ADN. Le plus avancé est un vaccin qui est développé par une société encore américaine qui s'appelle Inovio et qui est en cours d'études cliniques de phase 1-2. Et donc, on arrive maintenant à cette énorme nouveauté qui n'a jamais été mise en œuvre pour une autre maladie que pour la Covid-19, bien qu'il y ait eu des études cliniques. C'est pas la première fois qu'un ARN a été injecté à l'homme quand même, et qui est développé par plusieurs sociétés. Les plus avancés dans le degré d'avancement, c'est la société Pfizer qui s'est associée avec la petite biotech allemande BioNTech. Et la technologie vient de BioNTech, mais BioNTech étant trop petit a fait alliance avec Pfizer, un géant pour la production. Le deuxième arrivé au bout de la course, c'est une petite société américaine qui s'appelle Moderna, qui n'a jamais fait d'autres vaccins que celui-là, enfin commerciaux, qui a eu un succès fantastique. Il y a d'autres qui suivent. Le plus proche à la suite, c'est le vaccin de CureVac, qui est en cours d'essai de phase 3. Et d'autres encore, le deuxième vaccin de Sanofi est aussi un vaccin ARN. Alors, quelle est l'efficacité de ces vaccins? Alors, avant d'avoir les résultats, on n'en savait rien, c'est tellement nouveau, et on s'est rendu compte que ces vaccins sont extrêmement efficaces, puisque à la fois Moderna et Pfizer-BioNTech ont publié des résultats à 95% de protection. Ces vaccins ont l'air d'être efficaces chez les personnes plus jeunes et aussi chez les personnes âgées, et c'est vraiment une nouveauté, et c'est vraiment, je dis, extraordinaire d'avoir ces résultats sur ces vaccins aussi efficaces. Alors, avant de vous redonner la parole, je vais juste dire quelque chose parce que je les ai oubliés et c'est vraiment un lapsus. J'ai parlé de Sputnik, mais plus près de chez nous,
Et là, vous m'avez interrompu, c'est pour ça que je n'ai pas continué. Plus près de chez nous, nous avons la société Janssen, qui s'appelle Johnson & Johnson, selon quel continent on est, qui développe un vaccin basé sur le même première administration que le Sputnik, qui est un adénovirus de type 26, qui doit donner des résultats d'efficacité avant la fin de ce mois, en principe, donc dans les tout prochains jours, et qui teste 2 formulations, un vaccin avec une seule dose, ce qui serait fantastique, pouvoir avoir une seule dose et pas avoir besoin d'avoir un rappel, mais aussi un autre essai clinique où il teste 2 doses. Alors, excusez-moi, j'ai été un peu longue dans mes explications, mais j'espère que j'ai été suffisamment pédagogue. Vous avez été pédagogue et exhaustive, et de toute façon, on va revenir dans le détail avec peut-être les nouvelles études sur l'efficacité de ces vaccins, aussi avec les nouveaux variants qui inquiètent un peu. Ils ont beaucoup inquiété là, il y a une quinzaine de jours. Je trouve qu'actuellement, ça se calme un peu, mais on en reparlera. Et évidemment, professeur Fischer, vous arrivez à un moment où j'ai déjà un certain nombre de questions qui se posent. Donc, peut-être avez-vous envie déjà de rebondir sur la question de la stratégie de vaccination. J'ai une question de Philippe Moreau-Chevrolet qui vous dit « Hello », qui vous interpelle en disant « Mais pourquoi la campagne vaccinale est-elle aussi difficile en France ?» Alors, elle est difficile, vraiment. Et il dit « Alors que notre pays a une grande expérience dans ce domaine. » Et il regrette pourquoi les politiques français ne donnent-ils pas l'exemple. Alors là, ça fait plusieurs questions en une. Donc, elle est difficile cette. Comment vous comprenez le difficile de cette question? Il y a 2 aspects à la difficulté. Il y a la difficulté telle qu'elle est ressentie et que l'exprime cette personne, et il y a la difficulté objective liée aux aspects logistiques. Ce qu'il faut savoir pour situer le cadre, c'est que, donc, comme Marie-Paul vient de l'expliquer très très bien, aujourd'hui, à la minute, il n'y a que des vaccins ARN qui sont disponibles en France. Et dans la plupart des pays du monde, à part la Grande-Bretagne, il y a un tout petit nombre d'autres qui ont déjà accepté le vaccin AstraZeneca, mais c'est un autre sujet. Et ces vaccins ARN ont une contrainte, c'est qu'ils ne se conservent que congelés, moins 70 ou moins 20, et qu'une fois décongelés, ils ne peuvent être gardés avant utilisation que quelques jours. Et en plus, une fois décongelés, ils ne peuvent être transportés d'un endroit à l'autre que quelques heures. Donc cela impose de grandes contraintes dans la distribution du vaccin, qui est très différente des vaccins usuels. Si on pense au vaccin contre la grippe, qui chaque année à l'automne est distribué tranquillement, entre guillemets, tranquillement, enfin simplement dans les pharmacies, les officines, et chacun va obtenir ce vaccin dans l'officine. Pour les vaccins ARN, c'est à peu près impossible à cause de la contrainte que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est le cadre général. Évidemment, il n'est pas spécifique à la France, et tous les pays sont confrontés à cette même difficulté. Et dans ce contexte, la France a choisi, c'était la recommandation de la Haute Autorité de Santé, de vacciner en première priorité les personnes à la fois les plus fragiles et les plus exposées, c'est-à-dire les personnes vivant en maison de retraite et pas des autres établissements. Alors, ce qui se comprend parce que ce sont les personnes donc, qui ont le plus de risques de mourir, qui aussi sont susceptibles d'être hospitalisées dans les services de réanimation, etc., et donc de surcharger notre système de soins. Et la difficulté, à partir du moment où on a choisi, ce qui est le cas de la France, de faire en sorte que ces personnes âgées, on ne les fasse pas se déplacer de leur maison de retraite à un lieu de vaccination, mais d'apporter le vaccin au lieu de vaccination, ce qui peut tout à fait se défendre, même si ça complique encore les choses, c'est qu'il faut distribuer ces vaccins compliqués, qu'il faut décongeler et avoir peu de temps ensuite, après, pour les transporter dans des milliers et des milliers d'établissements de soins, de maisons de retraite ou sièges chez personne. Donc ça a pris du temps à démarrer. Maintenant, c'est opérationnel et j'ai pas les chiffres immédiats, mais vendredi dernier, si je me souviens bien, 42% des personnes vivant en EHPAD aujourd'hui ont été vaccinées. Et avec d'ailleurs au passage un autre chiffre qui est extrêmement positif, c'est que 80% des personnes ont souhaité être vaccinées. Donc on a au moins, ça rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure au début de cette entrevue, qui est le fait que les personnes âgées en fait souhaitent la vaccination. Ils ne sont pas hésitants à la vaccination. Vous pensez, professeur Fischer, que toutes ces personnes souhaitant être vaccinées qui sont en EHPAD seront
globalement toutes vaccinées quand? Vous pensez que ça... C'est bien avancé. L'ensemble des personnes qui sont en maison de retraite, il y a différents types de maisons de retraite, mais la primo-vaccination devrait se terminer dans les 10-15 jours qui viennent, à peu près. Donc ça sera quand même une étape importante. Alors, il y aura assez de vaccins, il y aura assez de doses pour la deuxième dose. Oui, parce que cette inquiétude s'est fait jour là aussi. Voilà, la vaccination pour les personnes en maison de retraite a été complètement sécurisée. Alors, maintenant, je reviens en arrière à fin décembre. La position de la France était de mettre en tout premier lieu que ces personnes-là. Donc, du coup, comme ça met du temps à se mettre en route. Et pendant un bon moment, il y a eu beaucoup moins au total de personnes vaccinées en France que dans les autres pays européens. Heureusement, il y a eu une réaction qui est venue, avec un tout petit peu de retard, mais qui est venue, c'est d'élargir la vaccination à d'autres populations qui doivent être vaccinées, les professionnels de santé, pour l'instant ceux qui ont plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités. Il est évidemment légitime, compte tenu de leur degré d'exposition, et pour nous tous, de protéger les professionnels de santé. Donc ça a débuté tout à fait fin décembre, et aujourd'hui, il doit y avoir 600 000 professionnels de santé en France qui ont été vaccinés. Et donc, ça, la vaccination de ces personnes pose moins de problèmes, puisqu'ils peuvent être vaccinés dans des centres de vaccination qui sont dans des hôpitaux ou d'autres lieux dans l'Hexagone. Et donc, ça a pu se faire plus rapidement. Et sur ce plan, maintenant, la dynamique de vaccination est voisine de nos pays, des pays limitrophes qui sont soumis aux mêmes conditions de livraison des vaccins. Parce que je rappelle que la communauté européenne a acheté ensemble les vaccins et se partagent les doses au prorata de leur population, donc l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et on est encore un tout petit peu en dessous en nombre total de personnes vaccinées, mais disons que c'est assez raisonnable. Et à la mi-janvier a commencé la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans, ce qui était absolument indispensable. Et donc, compte tenu à nouveau, pour les mêmes raisons, de facteurs de risque, et qui maintenant avance. Évidemment, la contrainte est liée au nombre de doses disponibles. Et on ne peut pas vacciner plus qu'il y a 2 doses. Ça, c'est absolument évident. Mais voilà. Professeur Fischer, si vous, dans votre stratégie à vous, celle que vous espérez, peut-être dans un monde idéal, on sait bien que des tas de choses peuvent arriver, mais les étapes, vous les voyez comment? Parce qu'on dit toujours, on se projette toujours, on ne peut pas s'en empêcher, mais qu'est-ce qui se passera fin mars? Qu'est-ce qui se passera juste avant l'été? Vous imaginez quel est le nombre de gens vaccinés et le nombre de doses utilisées? Vous avez une possibilité de cette projection ou finalement c'est trop difficile à faire? Donc, il faut rappeler, et c'est heureux, donc la vaccination le rythme a été accéléré sensiblement, et donc à la population cible, entre guillemets, actuelle, c'est à peu près 8 millions de personnes, entre les personnes âgées et aussi des professionnels de santé et des personnes atteintes de maladies chroniques extrêmement sévères, enfin un risque extrêmement sévère de Covid. Évidemment, chacun souhaite que le plus vite possible, il soit possible de vacciner d'autres populations, ceux qui sont encore à risque, un petit peu moins âgés que 75 ans, ou d'autres personnes malades, par exemple, ou d'autres personnes qui sont exposées particulièrement au virus pour des raisons professionnelles ou autres, ou de conditions de vie, des personnes précaires, par exemple. Et là, évidemment, tout dépend du nombre de doses qui va arriver, du type de vaccins qui seront autorisés. On est en attente des réponses pour les vaccins à adénovirus dont parlait Marie-Paul tout à l'heure. Et donc, le programme précis dépend d'un certain nombre d'incertitudes. Disons que, un objectif, il faut être prudent, mais un objectif, c'est que les 8 millions de personnes dont on parlait tout à l'heure devraient pouvoir être vaccinées d'ici mars, et qu'ensuite... Excusez-moi, professeur Fischer, d'ici mars, début mars, fin mars? Non, d'ici mars, ça inclut mars. Inclut mars. Il y a 2 doses, je vous rappelle, qu'il faut administrer. Donc, on parle de 8 millions de personnes, c'est 16 millions de doses. Oui. Il faut rappeler que les 2 doses sont absolument indispensables. D'accord. Ne vacciner qu'avec une seule dose, ce serait faire les choses médiocrement et peut-être de façon dangereuse à moyen terme. On peut en discuter si vous le souhaitez. On en rediscutera. Et aussi de faire les choses dans les règles, c'est-à-dire en respectant un espacement de 4 semaines entre les 2 vaccins, pour ce qui est des vaccins à ARN. Donc, je parle bien ça, vous y tenez, parce que ça a été discuté aussi. Et maintenant, les choses ont été tranchées, et elles sont de la sorte, de telle manière qu'on optimise les chances de succès de la vaccination, ce qui est quand même le premier objectif.
Donc, après ces 8 millions de personnes, il y en a encore environ 8-9 millions qui sont des personnes à risque, que l'on souhaite vacciner au plus vite. Si on pouvait le faire dès maintenant, ce serait formidable, mais il n'y a pas les vaccins pour le faire aujourd'hui. Donc, l'objectif, mais l'objectif ne vaut pas promesse parce qu'il y a trop d'incertitudes encore concernant, 1, la validation des vaccins, 2, le niveau d'efficacité évalué des nouveaux vaccins, 3, la distribution des vaccins, que ce soit les vaccins ARN ou les vaccins à adénovirus qui arrivent. En fonction de ces paramètres, on ne peut encore une fois pas avoir une estimation précise aujourd'hui, mais l'objectif, c'est qu'à partir de mars, avril, mai, encore 8-9 millions de personnes à risque, mais d'un niveau moindre que les 8 millions de personnes vaccinées actuellement, puissent l'être. Mais comme vous voyez, c'est très difficile de faire. Il faut être très prudent. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. L'objectif, c'est ça, mais la réalisation de l'objectif dépendra, je le répète parce que c'est vraiment important, 1, de la validation des vaccins et 2, de leur distribution. Très bien. Et vous aviez un troisième terme qui était l'efficacité. Donc, je reviens, je ne sais pas qui préfère répondre, si c'est professeur Launay ou si c'est Marie-Paul, sur l'efficacité des vaccins contre ces nouveaux variants du virus. Ça, c'est une des choses qui a inquiété en ce début d'année. On sait que ce coronavirus SARS-CoV-2 mute, il a beaucoup muté depuis qu'on a vu les premiers à Wuhan, et puis un an plus tard, ou presque un an plus tard, enfin même avant, puisque apparemment le variant dit anglais, puisque c'est les Anglais qui l'ont vu en premier, était là peut-être dès septembre, bon, ont l'air de poser des problèmes nouveaux. Et tout à l'heure, Marie-Paul, vous parliez de tout ce dispositif qui consiste à faire un vaccin ARN parce qu'il mimique, il fait semblant d'être la spicule, ou en tout cas, il dit à notre système immunitaire, prémunis-toi contre les spicules de ce virus. Et là, cette spicule a changé, enfin en tout cas, un certain nombre de ces molécules ont changé, et ça, on a pu se poser la question, est-ce que le vaccin ARN qu'on a créé, est-ce qu'il sait donner les bonnes informations encore à notre système immunitaire pour qu'il se prémunisse? Et là, je vous disais, moi, dont j'ai l'impression en tant que journaliste, c'est que quelque part, on a eu vraiment peur il y a 3 semaines, et puis là, ça se calme un peu. Il y a des études qui disent, bon, finalement, aussi bien le Pfizer BioNTech que le Moderna, ils savent faire. Cela étant, Moderna, sauf erreur de ma part, se prépare à d'autres modifications. Alors, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui, 28 janvier, sur les études et l'efficacité des vaccins ARN contre les nouveaux variants? Tu veux que je le fasse, Odile, ou tu veux y aller? J'y vais? Ok. Alors, bon, avoir peur, c'est toujours mauvais. Hein. Il faut être prudent. Mais être trop rassuré, c'est pas bon non plus. Hein. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que le variant qui circule le plus, qui est le plus présent, pense-t-on, en France, c'est le variant dit anglais. Et c'est un variant qui est beaucoup plus contagieux. Alors, combien? On ne sait encore pas, mais allez, il n'est pas 2 fois plus contagieux, mais peut-être la moitié plus contagieux. Ça veut dire que tout le monde a bien entendu parler en France de ce fameux R0. Qu'est-ce que ça veut dire R0? R0, c'est le nombre de personnes que chaque personne infectée va elle-même infecter. Donc, si le R0 est égal à 1, ça veut dire que en moyenne, une personne infectée en infecte une autre. Alors, si le R0 est inférieur à 1, il est assez intuitif en fait que si chaque personne infecte moins qu'une autre personne, en fait, on est dans une courbe descendante et le nombre d'infections va baisser. Si par contre, on est avec un R0 qui est supérieur à 1, 1.1, 1.2, et puis quand on va vers 2, c'est encore pire, ça veut dire que l'épidémie est dans une phase exponentielle, c'est-à-dire qu'on augmente très très rapidement. Et plus le R0 est grand, et plus ça va vite. Alors, ce variant britannique, et les d'autres d'ailleurs, semblent se transmettre de façon plus efficace.
Et donc, on peut craindre effectivement d'avoir une forme épidémique de partir avec beaucoup plus de cas, parce que on a un R0 qui est supérieur à ce qu'on a normalement. Et donc, ça pourrait vouloir dire que pour baisser ce R0 en dessous de 1, puisqu'on veut l'avoir en dessous de 1, on ne peut pas se permettre de l'avoir longtemps au-dessus de 1. Il va falloir prendre des mesures plus drastiques que ce qu'on fait avec le SARS-CoV-2 normal, avec la forme Wuhan prototype. C'est là que c'est inquiétant. Alors, qu'en est-il des vaccins? Alors, ce qu'on fait, ont démontré à la fois Pfizer, BioNTech et Moderna, c'est que quand ils prennent les sérums des personnes qui ont été immunisées avec leur vaccin, donc on regarde ce qu'il y a comme anticorps, puisque je vous rappelle que… C'est quoi le sérum? Moi, j'ai connu le mot, mais je ne sais plus ce que c'est exactement. Alors, le sérum, c'est, vous prenez du sang, vous enlevez les cellules qui est dans le sang et vous obtenez un surnageant qui est clair, et donc c'est la partie qui contient les anticorps. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le système immunitaire a été éduqué pour faire des anticorps et en particulier des anticorps neutralisants. Donc, on regarde si ces anticorps neutralisants sont capables de neutraliser aussi bien les variants que la forme prototype contre le Wuhan ou autre qui circule le plus, qui a été utilisé dans le vaccin. Alors, ce qu'on voit, c'est que ce qu'ont démontré Pfizer, BioNTech et Moderna, c'est que les anticorps qui sont présents dans le sérum, donc dans le sang des personnes vaccinées avec leur vaccin, sont tout aussi capables de neutraliser un variant anglais, britannique, que de neutraliser les souches qui circulent. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand ils font la même chose avec les variants qui circulent en Afrique australe, on voit que là, il y a une perte de neutralisation. Ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace, mais ça veut dire qu'il est vraisemblablement moins efficace. Et on a encore plus d'inquiétude vis-à-vis des variants qui circulent parce que là, la perte de neutralisation pourrait être beaucoup plus importante. On a moins de données publiées, mais il semblerait que la neutralisation soit faible. Donc, ça pourrait vouloir dire que ces vaccins-là pourraient être inefficaces contre la forme brésilienne. Alors, encore une fois, il faut vraiment trouver d'autres noms parce que ces pauvres pays n'y sont pour rien du tout. Il ne faut pas les stigmatiser, mais bon, je n'ai pas d'autres façons faciles de les appeler. Donc, je vais en rester là pour maintenant. Et donc, il y a une inquiétude que si pour le moment, la première inquiétude, c'est la pénétrance en fait du variant britannique, parce que c'est lui qui circule le plus haut, qui pourrait avoir posé des problèmes, non pas pour les vaccins, mais des problèmes de mesures à mettre en œuvre pour baisser ce fameux R0 qui serait plus drastique que ce qu'on pourrait faire normalement. C'est pour ça. Alors on a un problème après ça, moins important pour le vaccin, mais il faut quand même regarder à quel point cette protection va être bonne dans la durée pour les variants qui circulent en Afrique australe et des soucis réels contre les variants qui circulent au Brésil, bien que ces variants ne sont pas très, très nombreux pour le moment en Europe. Mais c'est ceci qui justifie en fait les mesures qui sont prises par certains pays d'imposer des contraintes aux frontières pour essayer d'empêcher l'arrivée, autant que possible, l'arrivée et la propagation de ces variants chez nous. Alors, que va-t-il se passer? Marie-Paul, et je pense que c'est effectivement la question qui se pose très précisément en France en ce moment. Va-t-on et quand refaire un confinement ou pas? Je veux juste rajouter peut-être quelques chiffres parce qu'ils ont été donnés hier ou avant-hier plutôt à l'Académie des sciences par une de vos collègues que vous connaissez bien, Dominique Costagliola, qui est biostatisticienne et épidémiologiste et qui disait qu'effectivement, si on ne fait rien, entre guillemets, ou si on ne fait pas plus que ce qu'on fait actuellement, dans la deuxième quinzaine de mars, j'ai repris ces termes, plus de la moitié des gens en France contaminés auront un variant anglais.
Donc, la question, c'est comment ne pas arriver à cela, parce que vous avez parlé tout à l'heure, Marie-Paul, d'une exponentielle. Les exponentielles, pour tous ceux qui ont fait un tout petit peu de maths au lycée, hein, c'est pas linéaire et ça monte pas comme ça. Une exponentielle, on a tous appris que ça monte très vite, et c'est justement ça qui crée les fameuses vagues épidémiques que l'on veut éviter pour ne pas submerger les hôpitaux et les lieux de réanimation. Donc, elle disait que les calculs que font nos biostatisticiens peuvent être sur des hypothèses optimistes ou des hypothèses pessimistes. Alors, actuellement, le fameux R dont vous parlez, Marie-Paul, le R0, enfin en tout cas le R, on est à peut-être 1,1 ou 1,2. Mais il ne faudrait pas qu'on passe à 1,6 ou 1,7. Hein. C'est-à-dire, quand soi-même, on contamine presque 2 personnes. Là, ça ne va plus du tout. Non, tout à fait. Et je fais toute confiance à Dominique Saliola, qui est une collègue vraiment particulièrement compétente. Donc, oui, il va sûrement falloir faire quelque chose. Alors, je ne suis pas spécialiste en confinement, donc je ne peux pas dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faudra sûrement faire quelque chose. Alors, j'ai juste un mot pour terminer. Alors, quel est l'avenir des variants? Alors, des variants, ça va continuer à venir. Faut pas rêver. Là, on en connaît 3, mais ça va venir comme des champignons de partout. Alors, pourquoi? Les variants, et surtout ceux qui nous embêtent le plus, des variants qui pourraient échapper aux anticorps qui ont été provoqués, éduqués par la vaccination, en fait, résulte de la capacité du virus à vouloir s'échapper. En fait, le virus, son intérêt, c'est d'échapper aux anticorps qui soient créés donc par l'infection naturelle, parce qu'effectivement, quand les gens sont infectés, ils font des anticorps, et neutralisants aussi, et ou par la vaccination, et pouvoir échapper à ces anticorps et pouvoir continuer à pousser et à infecter, etc. C'est leur intérêt, hein, au virus. Je ne vais pas les humaniser, mais donc. C'est une façon de parler. Quand on parle en termes d'évolution, il n'y a pas de but, mais c'est comme ça que ça marche. Tout à fait. Donc, ce qu'on voit, et ça c'est intéressant, mais on n'en connaît pas encore assez, c'est que ces variants qui viennent de différents endroits ont des mutations. Donc, comment ils échappent? Ils échappent en mutant, en faisant des changements dans leur ADN, dans leur matériel génétique. Ils font des changements pour que leurs protéines spicules, dont on a parlé, soient différentes. Hein, pour que les failles par lesquelles les anticorps neutralisants pourraient les bloquer, en fait, soient différentes. Et aussi, en parenthèse, pour qu'ils arrivent mieux à s'accrocher à la cellule hôte. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces mutations qu'on voit dans la spicule, et en particulier dans le domaine de la spicule qui se fixe au récepteur, ont l'air d'être assez conservées. Pas toutes, mais on voit des mutations. On voit une mutation notamment qui est la même dans ces 3 types de variants. On voit quelques mutations qui sont plus embêtantes dans les mutants sud-africains et brésiliens que dans le mutant anglais. Ça peut vouloir dire que le nombre de mutations que cette spicule peut avoir de changement et rester efficace pour fixer le virus et ne pas pénaliser le virus quant à sa réplication est peut-être limité. On ne le sait pas encore. Mais bien qu'il va y avoir des variants qui vont venir de partout, peut-être avec quelques changements, en ayant un certain nombre mais un nombre limité de formes de vaccins, on pourrait peut-être arriver à bloquer l'ensemble des variants. Mais c'est trop tôt pour le savoir, mais ce serait extrêmement bénéfique. Ce n'est pas le cas pour la grippe, hein, pour que les variants se développent tout le temps, et il y a une infinité de variants, mais c'est intéressant de voir que dans les variants qu'on a actuellement du SARS-CoV-2, au niveau du domaine de fixation au récepteur, on a quand même des choses qui sont très conservées entre les différents variants. Voilà. Donc ça, c'est quelque part une bonne nouvelle. C'est vrai qu'au tout début de l'épidémie, on disait que les coronavirus ne changeaient pas si vite que ça. Bon, là, vous dites des choses qui sont conservées, donc qui permettent aussi aux laboratoires, ou en tout cas à ceux qui font les vaccins à ARN, de réagir assez vite. Après, il y aura la question de la production du vaccin, et ça, c'est
toute une autre question, très importante aussi, mais on a les moyens de réagir parce qu'on en fait l'analyse tout de suite d'un point de vue génétique, justement, de ce Absolument. Alors, il n'y a pas que les producteurs de vaccins ARN qui essayent d'adapter, qui formulent d'autres vaccins qui sont adaptés aux variants. Bien sûr, ils tous le font. Pas pour les mettre en production tout de suite, mais pour les avoir prêts si c'était nécessaire de faire des productions. Mais je voudrais là vraiment signaler la plateforme qui s'appelle GISAID, qui est une plateforme de recueil de séquences qui a été mise en place, qui est une organisation sans profit, sans but lucratif, pour la grippe initialement, et qui maintenant a un chapitre, si je peux dire, pour le SARS-CoV-2, et qui permet l'analyse, qui donne confiance, d'ailleurs, à cause des règlements qu'ils ont imposés à tous ceux qui déposent des souches, des séquences de souches de SARS-CoV-2. Il y a actuellement plus de 420 000 souches qui sont référencées dans GISAID, et cela permet à toute la communauté scientifique de regarder, de faire de l'épidémiologie moléculaire fine, de regarder où sont ces variants, où ils veulent, mais dire que le SARS-CoV-2 ne mute pas, c'est pas vrai, parce qu'on a déjà, comme je dis, répertorié, et c'est qu'une représentation de ce qui circule, plus de 420 000 séquences différentes. Merci Marie-Paul. Des tas de questions commencent à arriver, donc je vais vous les poser. Et avant cela, je reprendrai ce que vous venez de dire, Marie-Paul. Il faut, et je crois qu'un certain nombre de gens l'ont bien compris, il faut voir qu'avec cette pandémie, il y a une collaboration au niveau scientifique mondial extraordinaire. Et ça s'est traduit dès le début, puisque les Chinois eux-mêmes ont pu montrer très vite quel était le génome de ce virus. Et ça, vous citez la plateforme, enfin je ne sais pas si ça s'appelle plateforme, GISAID, mais c'est fantastique. On peut se référer aussi à ce que font les Anglais là, avec leur consortium qui est le séquençage, leur fameux COG de séquençage, où ils ont réuni les travaux avec les échantillons des hôpitaux, font travailler aussi les labos, les universités, et tout ça est partagé avec les publications scientifiques. C'est quand même formidable, ça. Hein. Alors, une question, évidemment, pour Alain. Serait-il plus efficace de prioriser les personnes avec des maladies à haut risque en termes de mortalité sur les personnes de plus de 75 ans en bonne santé? Oula, c'est compliqué. C'est Romain qui pose cette question. Est-elle claire? L'avez-vous bien entendue? Oui, elle est tout à fait claire, elle est délicate. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas essayer d'opposer les différents groupes de personnes qui toutes ont besoin du vaccin. Disons que les données objectives montrent que les personnes très âgées, au-delà de 70, 75, 80 ans, ont un risque de mortalité et de morbidité très, très, très fort. Les premières données épidémiologiques françaises, par exemple, datant de la première vague, montraient qu'au-delà de 80 ans, le risque de mourir du Covid, si on le contractait, était de plus de 8%, ce qui est absolument considérable. Alors, il y a quelques maladies chroniques qui sont responsables ou qui provoquent, disons, des facteurs de risque très élevés, mais à vrai dire, aucune d'entre elles n'atteint ces chiffres. Donc, le fait de privilégier absolument les personnes très âgées, donc 75 ans pour ce qui a été décidé en France, en Allemagne c'est 80, mais bon, est absolument légitime. Néanmoins, il faut essayer aussi de vacciner des personnes atteintes de maladies chroniques, un petit peu plus jeunes ou un petit peu moins âgées, qui ont des facteurs de risque extrêmement élevés, et d'arriver progressivement à inclure toutes ces personnes dans les programmes de vaccination. Ça revient à évoquer le groupe de personnes que j'indiquais tout à l'heure, de l'ordre de 8 millions actuellement, pour lesquels la vaccination peut être faite ou sera faite dans les semaines à venir. Et Philippe vous demande, est-ce que la France peut retirer quelque chose de l'exemple israélien? Peut-être faut-il citer des chiffres. Sauf erreur de ma part, en Israël, 8,8 millions, c'est la population. Et je ne sais pas, j'ai pas revérifié le chiffre ce matin, mais on est entre 3 et 4 millions de personnes vaccinées, c'est ça, Alain? Oui, environ, je crois, 40-45% de la population israélienne est vaccinée aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est un laboratoire naturel, si je puis dire, d'études de la tolérance et de l'efficacité des vaccins. Donc, pour l'instant, du vaccin ARN, et tout le monde en bénéficiera. Il faut en bénéficier, et on attend avec impatience des chiffres sur le degré d'efficacité recueilli de cette vaccination, qui est néanmoins encore toute récente. Donc, il faudra
à partie attendre, mais c'est évident que c'est le lieu du monde qui va permettre en premier, d'obtenir des chiffres qui dépassent ceux qui concernaient les essais cliniques sur l'efficacité du vaccin. Et je complète la question de Philippe en disant, est-ce que remonte déjà pour vous la question des effets secondaires? Est-ce qu'on en constate? Est-ce que ça coïncide à ce qui a été dit plusieurs fois jusqu'à présent, à savoir que c'était les personnes très allergiques à qui il fallait faire attention et peut-être ne pas administrer le vaccin? Est-ce qu'il y a des choses qui vous remontent et qui peuvent vous guider? Il y a aujourd'hui, je pense à peu près à ce jour, 40 millions au moins, pour le moins un peu plus, de personnes qui ont reçu une vaccination par un vaccin ARN. Donc, c'est considérable. Donc, on a des données grâce à la pharmacovigilance qui est assurée dans tous les pays où ces vaccins ont lieu, que ce soit en Chine, pas en Chine, excusez-moi, pour les vaccins ARN, aux États-Unis, en Europe, par exemple. Et ce qui se confirme effectivement, c'est que de façon exceptionnelle, il y a des accidents dits anaphylactiques de l'ordre de fréquence de 1 pour 100 000, ce qui reste extrêmement rare. Hein. L'accident anaphylactique, c'est que brusquement, on a la tête grosse comme ça, on ne peut plus respirer. Ça, c'est l'œdème de Quick, c'est plutôt un malaise, le fait que il y a une chute de tension et une situation de grand malaise qui nécessite une intervention rapide par l'injection d'adrénaline. La plupart de ces personnes, en fait, sont des gens qui ont des antécédents d'accidents du même type, qui souvent sont les gens qui ont avec eux en permanence un stylo d'injection d'adrénaline qui leur permet de se sortir de ce mauvais pas. Et donc, ce sont des situations très, très rares. Il ne faut pas confondre ces situations avec celles des antécédents d'allergie qui sont bien sûr beaucoup plus fréquents et qui ne sont pas une contre-indication à la vaccination. Donc, c'est un effet secondaire indiscutable, mais extrêmement rare. L'interrogatoire doit pouvoir en détecter la plupart des cas, peut-être pas 100%. Il y a eu quelques incidents de ce type en France, parfaitement bien récupérés. Il faut être vigilant sur ce plan, mais c'est le seul événement secondaire lié au vaccin qui, à ce jour, a été clairement identifié. Professeur Launay, je vais peut-être un petit peu retourner en arrière. Je ne sais pas si ma question sera pertinente, mais j'avais noté ce que disaient certains de vos collègues donc, qui nous disent, bon, écoutez, si on veut se débarrasser de cette épidémie, faisons appel, et c'est ce qu'on est en train de faire, à ces vaccins dont on dispose, les vaccins ARN messagers. Et il y avait le terme de vaccin de deuxième ligne. Et je me suis dit, ça veut dire quoi, les vaccins de deuxième ligne? Vous l'employez? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. On peut interpréter deuxième ligne à deux niveaux différents. On peut entendre par deuxième ligne les vaccins qui vont arriver dans un deuxième temps, qui ont démarré leurs recherches et leurs essais cliniques plus tard, pour différentes raisons, et essentiellement parce que la mise au point du vaccin nécessite plus de temps. C'est le cas du vaccin qui est développé par Sanofi Pasteur, dont a parlé Marie-Paul, qui est une protéine recombinante, donc qui nécessite de mettre au point la technique de production et ensuite la purification de l'antigène. Donc, c'est des vaccins qui arriveront plus tard. Et on peut aussi entendre ces vaccins de deuxième ligne par des vaccins qui seraient efficaces sur d'autres antigènes du virus, sur d'autres, ce qu'on appelle les épitopes, et qui potentiellement pourraient offrir une protection peut-être plus large que celle qui est offerte aujourd'hui uniquement sur la protéine spike, donc du virus. Donc, il y a un petit peu ces deux niveaux finalement de compréhension de ces vaccins de deuxième ligne. J'ai une question de Mathieu qui dit: quel est le temps d'incubation des variants? Qui veut répondre? Les variants n'ont pas d'impact sur le temps d'incubation. Hein. Les variants ont un impact en fait sur leur transmissibilité, comme l'a expliqué Marie-Paul Kenny aussi. Hein, si on regarde le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'une personne infectée est susceptible d'infecter, de contaminer, le R0 va augmenter avec ces nouveaux variants qui ont une capacité plus importante de se transmettre. Et donc, une personne infectée va contaminer plus de personnes lorsqu'elle est infectée avec un variant qu'avec le
le virus non muté. Alors, j'ai une question de Jacqueline qui demande est-ce que on sait maintenant si ces vaccins font qu'on n'est plus contagieux? Quand est-ce qu'on le saura? Voilà. Et c'est vrai que c'est une question qui est sans cesse revenue. Puisque là, ça, c'est des choses que l'on découvre quand on ne connaît pas la vaccinologie, c'est qu'il y a des vaccins qui vous immunisent et qui effectivement empêchent que vous soyez contagieux, puis il y en a d'autres, ben, c'est moins vrai. Alors, quand est-ce que ça va être clair, cette chose? Peut-être je peux laisser Marie-Paul ou Alain répondre. Marie-Paul, vas-y. Pour le moment, on ne le sait pas. On pense savoir que les vaccins vont pas être égaux sur ce plan-là. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Alors, on pense ça des expérimentations animales qu'on a vues d'ailleurs au comité scientifique vaccin. La façon dont les producteurs de vaccins démontrent, avant d'aller chez l'homme, quand même que leur vaccin est efficace, on ne va pas faire des essais cliniques chez l'homme si on n'a pas la preuve de l'efficacité, sont de vacciner des primates, donc des singes macaques en général, avec leur préparation vaccinale. Après ça, ils leur administrent volontairement, donc ça se fait sur des petits nombres d'animaux, je dois dire aussi, le virus SARS-CoV-2 par voie dans le nez, dans la trachée, et ils regardent comment ces vaccins protègent les animaux. Alors, on voit la plupart de ces vaccins, ceux qui sont en cours d'évaluation à large échelle, que ces vaccins protègent très bien les animaux contre la pneumonie, puisqu'on ne voit pas de signes de pneumonie ou très peu, et on voit beaucoup moins de virus dans leurs poumons que chez les contrôles qu'on n'avait pas vaccinés avant. Par contre, on regarde aussi si chez ces animaux, il y a du virus dans le nez et dans la gorge. Et donc, si on n'en voit pas, ça voudrait démontrer que, en fait, vraisemblablement, la vaccination va interrompre la transmission, parce que s'il n'y a pas de virus, comme vous pouvez imaginer, s'il n'y a pas de virus dans le nez, dans la gorge, etc., ben, on peut parler, on ne va pas cracher du virus. Par contre, s'il y a beaucoup de virus, s'il y en a autant que chez les animaux contrôle qui n'ont pas été vaccinés, ça peut vouloir dire que ces vaccins vont très bien protéger la personne qui est vaccinée contre l'infection, contre la maladie, pardon, mais ne va pas protéger cette personne contre la transmission du virus. Alors, ce qu'on voit, c'est que dans ces différents vaccins, il y a des différences. Alors, c'est pas toujours standardisé, mais on peut penser que certains vaccins seront efficaces à bloquer la transmission et que d'autres le seront moins ou pas. Alors ça, c'est dans les modèles animaux. Alors chez l'homme, on en sait très peu. Certains producteurs comme AstraZeneca a fait, dans leurs études de phase 3, ont fait des tests PCR réguliers chez les personnes et semblent montrer qu'effectivement, il pourrait y avoir une diminution du nombre de personnes qui sécrètent donc du virus, mais pas une diminution très importante. Et donc, on doit attendre encore que ce vaccin soit utilisé dans des conditions réelles pour voir si, en fait, on interrompt, par exemple, la formation de ce qu'on appelle des clusters, donc des groupes familiaux, etc., où une personne a été vaccinée et pas les autres. Donc, on devrait le savoir dans les mois qui viennent. Pour le moment, on n'a que des informations très parcellaires et ces informations semblent dire que les vaccins ne seront pas égaux vis-à-vis de cette caractéristique. Merci Marie-Paul. Il nous reste 3 minutes. Donc, j'aimerais demander à chacun d'entre vous en 1 minute maximum un mot de la fin. Une recommandation, quelque chose que vous ne supportez pas et vous ne voulez plus en entendre parler. Professeur Launay. Moi, je voudrais dire qu'on a énormément de chance d'avoir en aussi peu de temps des vaccins qui sont aussi efficaces et que maintenant, il faut vraiment qu'on fasse tout pour pouvoir vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible. Ça veut dire pouvoir produire des vaccins et qu'il y ait au niveau international une position qui permette que ces vaccins soient produits le plus vite possible. Marie-Paul.
Moi, je dirais que c'est très bien et il faut que les Français continuent à vouloir se faire vacciner, mais il faut aussi qu'ils soient patients en pensant que le vaccin va venir petit à petit. On n'en a pas suffisamment pour vacciner tout le monde, donc c'est important qu'on vaccine d'abord les personnes les plus fragiles et on n'aura pas, et pour longtemps, assez de vaccins pour essayer de faire ce que font les Israéliens, c'est-à-dire d'essayer de stopper la transmission dans la communauté. Donc, soyez volontaires, venez vous faire vacciner, mais soyez patients. Soyez patients, c'est pas une course c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et on est avec ça pour longtemps. Professeur Alain Fischer. Oui, il faut se vacciner. Cela va prendre du temps, mais il faut donc que chacun s'en convainque et réfléchisse, discute, mais comprenne in fine que cette vaccination est bien justifiée. Mais aussi, il faut penser à un minimum de solidarité. C'est-à-dire que nous souhaitons tous qu'il y ait beaucoup de vaccins disponibles en France, mais il est absolument indispensable, et pas uniquement pour des raisons éthiques et altruistes, que les vaccins deviennent disponibles dans le monde entier, et cela va prendre encore plus de temps. Et l'exemple de ce qui s'est passé, ce qui se passe malheureusement ces jours-ci au Brésil, où dans le contexte d'une circulation abondante du vaccin et des conditions sanitaires défavorables, a émergé un variant qui est sensiblement probablement moins sensible à la vaccination, montre que nous avons besoin, nous, Français, qu'il n'y ait pas non plus de vaccins de nouveaux variants qui circulent ailleurs dans le monde. Donc, il est essentiel que l'effort de vaccination, que chacun le comprenne et qu'on ne soit pas dans une situation d'égoïsme individuel ou national, que c'est toute l'humanité qu'il va falloir vacciner, évidemment, en prenant un peu de temps. Bien tu as raison. Merci. Je vous remercie tous les trois. Je remercie aussi tous ceux qui ont rendu ce débat possible. JEDI, Joint European Disruptive Innovation, Hello Tomorrow, les Napoléons, et puis toute l'équipe de Sciences et Avenir qui, je crois, vous a suivi avec grande attention. Merci beaucoup à tous. Vous avez été très pédagogiques. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.